L'Allemagne en récession, la Chine qui continue de se débarrasser de sa dette américaine et un zoom sur la stratégie réussie du général de Gaulle qui, durant l'après-guerre, utilisait l'or pour réduire la dépendance au dollar de la France. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Au rayon actu chaud de cette semaine, on commence avec l'Allemagne qui est officiellement entrée en récession. Selon l'Institut des Statis, la première économie d'Europe est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son PIB, plombée par son industrie qui souffre d'une baisse de sa demande sur fond d'inflation et de hausse des taux d'intérêt. Le PIB de l'Allemagne a chuté de 0,3% entre janvier et mars sur un trimestre donc, après avoir reculé de 0,5% entre octobre et décembre dernier. L'industrie allemande, longtemps dépendante du gaz russe bon marché, a été durement touchée l'an dernier par l'invasion de l'Ukraine par Moscou. L'Allemagne ayant choisi de soutenir le régime de Zelensky, le conflit a coupé ses approvisionnements et donc fait grimper les prix. Pas une surprise donc d'observer le lent mais important déclin de l'Allemagne. Dans un article paru dans la Chronique Agora, Bruno Berthet explique comment certains grands pays sont amenés à faire des choses stupides contre leurs propres intérêts géopolitiques, comme les Allemands qui ont creusé leur tombe principalement par eux-mêmes, nous dit-il, eux qui, nous explique l'article, à l'époque faisaient de l'ombre au dollar avec leur Deutschmark très fort. Martin Feldstein, économiste à Harvard, écrivait de manière prémonitoire en 1997 que l'introduction de l'euro exacerberait les cycles économiques en aggravant le chômage dans certains pays membres. Les quais de déboires économiques contribueraient à une crise de confiance au sein de l'Union. Dans un article publié il y a quelques années, un autre économiste, Michel Santi, expliquait que selon certains, la crise était inscrite dans les gènes mêmes de l'euro. Autant de déficiences structurelles et de problèmes chroniques passés sous silence dans l'acte de naissance de l'euro, qui, sous sa forme actuelle, en est réduit à être vecteur de schizophrénie économique et machine à créer de la déflation, du chômage et des inégalités, tant et si bien que, ironiquement, la seule voie qui autoriserait aujourd'hui la mise en place d'une politique active de stimulation de l'activité économique au sein des nations européennes durement touchées par le chômage et par la récession serait de réintroduire le Deutschmark. Et pendant que l'Europe s'enfonce toujours plus dans la crise, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE et proche de Mario Draghi, explique gentiment aux Échos à quel point l'euro numérique apportera aux Européens des services financiers innovants. Évidemment, quand une monnaie va mal, l'idée est d'en recréer une nouvelle derrière. En tout cas, selon la commissaire européenne Mairead McGuinness, l'euro numérique ne servira pas à contrôler les gens ni les flux financiers, ni même à limiter l'usage du liquide. Ce n'est pas un projet à la Big Brother, a-t-elle assuré. Et si la commissaire européenne à la stabilité financière le dit, nous voilà désormais tous rassurés. On passe au quasi-dénouement dans l'histoire de la dette américaine. Après de nombreux jours de négociations intenses, le président américain Joe Biden et le leader républicain Kevin McCarthy ont annoncé samedi avoir trouvé un accord de principe pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Ce compromis devra cependant encore être validé par le Sénat, ce qui devrait certainement être le cas dans les prochaines heures. Cet accord permet de relever le montant maximal de l'endettement des États-Unis, actuellement de 31 400 milliards de dollars, pendant une période de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'après l'élection présidentielle de 2024. Et en parlant de la dette américaine, à lire ce très bon papier de l'excellent blog Elucide qui nous explique que la Chine continue de se débarrasser de sa dette américaine. En observant la détention de la dette américaine par nationalité, on constate clairement l'essor de la Chine comme premier créancier étranger à partir de 2008. Avec 800 milliards de dollars de dette fédérale détenue, le pays s'était alors hissé devant le Japon, pourtant partenaire commercial de longue date des États-Unis. Cette dette détenue par la Chine a atteint près de 1800 milliards de dollars en 2016 et n'a cessé de décroître depuis. Début 2023, le Japon et la Chine, secteurs publics et privés cumulés, détiennent désormais le même montant de dette fédérale américaine, à savoir 1200 milliards de dollars. Le troisième créancier étranger des États-Unis est le Royaume-Uni, qui détient environ 600 milliards de dollars de dette fédérale américaine. Dans cet article, Olivier Berruyer nous explique encore que la Chine a accéléré ses ventes de dette américaine. Depuis début 2016, la Chine a ainsi revendu 600 milliards de dollars de bons du Trésor américain, avec un pic de 80 milliards revendus en novembre 2016. Pour certains, le pays réagit aux mesures protectionnistes américaines par la vente de ses titres de la dette américaine. Pour d'autres, c'est un objectif de stabilisation de sa monnaie,
c'est-à-dire de son taux de change. En outre, si l'on se concentre sur les 2 dernières années, on constate que la Chine n'achète plus de dette américaine, contrairement au Royaume-Uni et au Japon. Après ces années de désengagement récent, la Chine ne représente plus que 15% de la dette étrangère américaine, soit seulement 4% de la totalité de la dette publique américaine, comme le Japon. Ces chiffres laissent penser que Pékin ne détient pas assez de dette américaine pour faire pression sur les États-Unis en la revendant massivement dans l'éventualité d'un conflit commercial ou pire. De plus, la vente massive de ces titres pourrait provoquer une appréciation du yuan qui pénaliserait les exportations chinoises. La Chine semble cependant se débarrasser de sa dette américaine à un rythme suffisamment lent pour ne pas subir de tels inconvénients. Est-ce un signe que la Chine se prépare à de graves tensions à venir entre les deux pays? L'avenir le dira. Une perspective de troisième guerre mondiale sur laquelle s'est prononcé l'ancien chef de la diplomatie américaine sous la présidence du républicain Richard Nixon, Henry Kissinger. Pour Kissinger, nous sommes dans une situation proche de l'avant-première guerre mondiale avec des rapports de force qui ont été bouleversés au détriment de l'Occident, à la fois sur le plan stratégique et technologique. Tout cela a fait voler en éclats le cadre international qui tenait depuis la chute du mur. L'avenir de l'humanité dépend du fait que la Chine et les États-Unis puissent s'entendre, et ils n'ont que 5 à 10 ans pour y parvenir, nous dit-il, compte tenu des progrès de l'intelligence artificielle. Kissinger précise que dans l'histoire de la guerre, il n'avait jamais été possible jusqu'à présent d'anéantir l'ennemi à cause des limites posées par la géographie et le manque de précision des armes. Ces nouveaux systèmes intelligents vont tout changer, estime-t-il, il n'y aura plus de limites, tout pays sera vulnérable. Après avoir condamné Poutine, Kissinger a été très critique sur l'Occident, qui a selon lui laissé la porte ouverte de l'OTAN ouverte pour l'Ukraine, une erreur déstabilisatrice selon ses mots. De plus, ajoute-t-il, nous avons armé l'Ukraine au point d'en faire le pays le mieux équipé au monde, mais aussi avec le moins d'expérience diplomatique et stratégique. Pourtant, toute situation de crise étant porteuse aussi d'opportunités, et toujours selon Henry Kissinger, le rôle de médiateur qu'a amorcé la Chine dans cette crise pourrait être aussi une occasion précieuse pour initier le rétablissement de la confiance entre les deux superpuissances. En tout cas, cette fois, une info qui ne devrait pas forcément réchauffer les relations entre les deux mastodontes, c'est les États-Unis et leurs alliés occidentaux qui ont accusé un cyberacteur parrainé par la Chine, également connu sous le nom de Volt Typhon, d'avoir infiltré des infrastructures critiques américaines, notamment dans l'île de Guam, qui héberge une importante base militaire américaine dans l'océan Pacifique. Pékin a aussitôt balayé toute accusation. On le voit depuis quelques temps maintenant et on s'en fait largement l'écho chez au coffre, la Russie, la Chine et plus largement les BRICS et d'autres pays comme la Pologne ou la Turquie s'inscrivent dans une stratégie de dédollarisation avec cette idée de créer une monnaie de réserve commune, alternative potentielle à l'hégémonie du dollar et qui serait basée sur l'or. Ce dont on se souvient sans doute un peu moins et que nous rappelle Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'or et l'argent, c'est que dans les années 60, le général de Gaulle a lui aussi voulu contrer la suprématie des États-Unis et du dollar. À peine arrivé au pouvoir en 1958, le président de Gaulle souhaite rendre à la France un rôle hégémonique. En cela, il ne supporte pas les postures impérialistes américaines. En pleine guerre froide, l'or devient une arme pour calmer les ambitions planétaires de l'Amérique. Les accords de Bretton Woods en 1944 donnent un avantage énorme aux États-Unis. Seul le dollar peut être convertible en or. Le billet vert devient donc la monnaie de référence et les Américains ont la main sur la planche à billets, c'est-à-dire qu'ils peuvent inonder la planète de leur propre monnaie et qu'ils ont donc le pouvoir. Au début de cette période des Trente Glorieuses, les comptes de la France sont plutôt très équilibrés, les réserves monétaires du pays sont au plus haut avec notamment 1000 milliards de dollars. En revanche, le stock d'or de la Banque de France est assez faible, surtout qu'il est stocké dans plusieurs pays dont les États-Unis. On estime alors à 2000 tonnes l'or évacué du pays juste avant l'invasion allemande en 1940. De Gaulle va alors prendre les Américains à leur propre jeu, comme les Anglais le feront plus tard en 70-71. En 1965, il annonce qu'il va changer les dollars de la France en or. Après avoir demandé aux différents présidents de l'autre côté de l'Atlantique de limiter leurs émissions monétaires et essuyer des refus, il fait jouer Bretton Woods. Le dollar est convertible automatiquement en or au taux de 35 dollars l'once d'or. Les Américains le prennent mal, ils surnomment le président français Goldfinger, alors que Goldfinger, le film avec James Bond, pour héros, vient de sortir. Voici un extrait d'une conférence devant la presse internationale en 1965, au cours de laquelle De Gaulle annonce qu'il veut mettre fin au système monétaire international Gold Exchange Standard.
Il dénonce fortement l'hégémonie des États-Unis, et notamment le fait que le dollar soit la seule monnaie convertible en or. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et oui, l'or, qui ne change pas de nature, qui peut se mettre indifféremment en lingots, en barres, en pièces, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement pour la valeur inaltérable et fiduciaire par excellence. Du reste... Et pour ceux qui seraient intéressés par voir une plus grande partie de cette conférence mythique du général de Gaulle, on vous a mis le lien dans la description. Et la France ne s'arrête pas là. Non seulement elle opère un retour à l'envoyeur sur les dollars en les changeant en or, mais en plus elle se met en tête de récupérer les barres de la Banque de France soustraites à l'occupant allemand. Valéry Giscard d'Estaing, jeune ministre des Finances, imagine envoyer un bateau de guerre pour récupérer le trésor français. De Gaulle préférera lancer finalement l'opération Vide-Gousset à l'aide d'avions d'Air France qui font régulièrement la liaison transatlantique. Le stock d'or de la souterraine est reconstitué, le dollar prend moins de place dans les réserves monétaires. Et pour finir sur ce chapitre de la dédollarisation et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène actuel, le rapport Ingold-Whittrust 2023 est sorti et nous allons le décortiquer comme chaque année sur le blog L'Or et l'Argent avec notre expert Nicolas Perrin. Et en attendant, on vous partage ce graphique très intéressant d'Ingold-Whittrust qui montre que s'ils maintiennent leur rythme actuel d'acquisition d'or physique, les réserves d'or des pays émergents dépasseront celles des pays développés à partir de 2050. On revient maintenant au cours de l'or, dont le prix de l'once se situe en ce moment autour des 1817 €. Même le magazine Géo souligne quant à lui que la soif mondiale pour l'or ne s'arrête plus, précisant que dans ce contexte où l'économie mondiale subit des chocs depuis plusieurs années, une denrée voit sa valeur s'envoler à des montants presque jamais atteints auparavant, l'or. Et pour tous ceux qui aimeraient savoir pourquoi l'or est un investissement de long terme et comment le métal jaune se positionne quand on le confronte à d'autres placements de long terme comme l'immobilier ou les obligations, eh bien suivez le guide, il s'appelle Mathieu Devos-Sabaros et il vous explique tout dans un article pédago et instructif de Veracash. Voilà, ça fait beaucoup de lecture pour cette semaine, vous avez les liens des articles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous faire part de vos questions. On vous remercie de votre fidélité et quant à nous, on se retrouve comme chaque semaine mardi prochain.